À deux beaux yeux de Théophile Gautier, enregistré pour LibriVox.org. Vous avez un regard singulier et charmant, comme la lune au fond du lac qui la reflète. Votre prunelle où brille une humide paillette, au coin de vos doux yeux roule languissamment. Ils semblent avoir pris ses feux au diamant, ils sont de plus belle eau qu'une perle parfaite, et vos grands cils émus, de leur aile inquiète, ne voilent qu'à demi leur vif rayonnement. 1000 petits amours à leur miroir de flamme se viennent regarder et se trouvent plus beaux, et les désirs y vont rallumer leurs flambeaux. Ils sont si transparents qu'ils laissent voir votre âme, comme une fleur céleste au calice idéal, que l'on apercevrait à travers un cristal. Fin du poème, enregistré par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'Albatros de Charles Baudelaire, enregistré pour LibriVox.org. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux de mer, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince de nuée qui hante la tempête et sourit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Fin du poème, enregistré par Anne Elad. Cet enregistrement fait partie du domaine public. À Mademoiselle d'Alfred de Musset, enregistré pour LibriVox.org. Oui, femme, quoi qu'on puisse dire, vous avez le fatal pouvoir de nous jeter par un sourire dans l'ivresse ou le désespoir. Oui, 2 mots, le silence même, un regard distrait ou moqueur, peuvent donner à qui vous aime un coup de poignard dans le cœur. Oui, votre orgueil doit être immense, car grâce à notre lâcheté, rien n'égale votre puissance, sinon votre fragilité. Mais toute puissance sur terre meurt quand l'abus en est trop grand, et qui sait souffrir et se taire, s'éloigne de vous en pleurant. Quel que soit le mal qu'il endure, son triste rôle est le plus beau. J'aime encore mieux notre torture que votre métier de bourreau. Fin du poème, enregistré par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. À un détenu politique d'Auguste Lacaussade, enregistré pour LibriVox.org. Souvent, pour alléger ta lourde et morne veille, sous tes doigts inspirés, la lyre qui s'éveille mêle d'ineffables accords, aux 1000 accords errants qu'exhale la nature, aux soupirs de la nuit, au triste et long murmure de l'onde expirant sur ses bords. Car celui qui dispense une eau féconde et pure à l'humble fleur des champs qui germa sans culture, comme au lys qu'arrosent nos mains, éclaira ton esprit à sa flamme secrète, et sur ta lèvre a mis les accents du poète pour consoler tes lendemains. Quand l'astre de la nuit, entr'ouvrant sa paupière,
verse d'un jour plus doux la rêveuse lumière sur le sein endormi des eaux, Alcyon sur les flots d'une amère existence. Tu gémis, et ta voix, qu'écoute le silence, à ses soupirs endort tes mots. Si le vent de la mer qui balance la feuille, si le souffle indolent de la brise qui cueille des baisers sur le sein des fleurs, d'un murmure apaisant, vient bercer ton oreille. Oui, demande à ton luth que d'une voix pareille il chante pour sécher tes pleurs. Ô toi, qu'un sort fatal abreuva d'amertume, tu fais bien, trompe ainsi l'ennui qui te consume. La muse a pour le malheureux des paroles de paix, des secrets pleins de charme. Elle pleure s'il pleure, et pour verser des larmes, combien il est doux d'être deux. Chante pour oublier ton affligeante histoire, pour que le souvenir qui pèse à ta mémoire en soit à jamais effacé. Comme ces monts altiers, ces géants de notre île, qui montrent dans l'azur un front mâle et tranquille, alors que l'orage a passé. Fuis le navrant aspect des misères mortelles. Ami, prends ton essor de ces plages cruelles, où gémit l'esclave opprimé. Vers la sphère sereine où de la poésie, la muse versera la secrète ambroisie dans ton cœur, plein d'un rêve aimé. Sur un mode plaintif, dans une amère ivresse, exhale vers le ciel l'hymne de ta détresse, avec tant d'âme et de douceur, que le cœur le plus dur s'attendrisse à tes peines, que le geôlier veillant, l'œil fixé sur tes chaînes, t'écoute et répande des pleurs. Fin de À un détenu politique. Enregistré par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Aux Tuileries de Sully Prudhomme. Enregistré pour LibriVox.org. Aux Tuileries. Tu les feras pleurer, enfants belles et chéris, tous ces bambins, hommes futurs, qui plus tard suspendront leur jeune rêverie aux cils câlins de tes yeux purs. Ils aiment de ta voix la roulade sonore, mais plus tard ils sentiront mieux ce qu'ils peuvent à peine y discerner encore, le timbre au charme impérieux. Ils touchent, sans jamais en sentir de brûlure, tes boucles pleines de rayons, dont l'or fait ressembler ta fauve chevelure à celle des petits lions. Ils ne devinent pas, au jeu dont tu te mêles, qu'en leur jetant au cou tes bras, rieuse, indifférente et douce, tu décèles tout le mal que tu leur feras. Tu t'exerces déjà, quand tu crois que tu joues, en leur abandonnant ton front. Tes lèvres ont déjà, plus faites que tes joues, la grâce dont ils souffriront. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Contre l'hiver, Ode, de Théophile de Viau. Enregistré pour LibriVox.org. Plein de colère et de raison, contre toi, barbare saison, je prépare une rude guerre, malgré les lois de l'univers qui, de la glace des hivers, chassent les flammes du tonnerre. Aujourd'hui, lyre de mes vers, des foudres contre toi desserre. Je veux que la postérité, au rapport de la vérité, juge ton crime par ma haine. Les dieux, qui savent mon malheur, cognoissent qu'il y va du leur, et, d'une passion humaine, participant à ma douleur, promettent d'alléger ma peine. La parque, retranchant le cours de tes soleils, bien que si court, rien que nuit sur toi ne dévide. Puisses-tu perdre tes habits, et ce qu'au parc de nos brebis peut souhaiter le loup avide, t'arrivent tous les maux d'Ibis, comme le souhaitoit Ovide.
Cérès ne voit point sans fureur les misères du laboureur, que ta froidure a fait résoudre à brûler même les forêts. Les champs ne sont que des marais, l'été n'espère plus de moudre le revenu de ses guérets, car il n'y trouvera que poudre. Tous nos arbres sont dépouillés, nos promenoirs sont tous mouillés, l'émail de notre beau parterre a perdu ses vives couleurs, la gelée a tué les fleurs, l'air est malade d'un catarrhe, et l'œil du ciel noyé de pleurs ne sait plus regarder la terre. La nacelle, attendant le flux des ondes qui ne courent plus, oisive au port est retenue, la tortue et les limaçons traînent leurs pas par les glaçons, l'oiseau sur une branche nue attend pour dire ses chansons que la feuille soit revenue. Le héron, quand il veut pêcher, trouvant l'eau toute de rochers, se paie du vent et de sa plume. Il se cache dans les roseaux et contemple au bord des ruisseaux. La bise, contre sa coutume, souffle la neige sur les eaux où bouillait autrefois l'écume. Les poissons dorment tasserés d'un mur de glace remparé, francs de tous les dangers du monde, forts que de toi tant seulement, qui restreins leur moite élément jusqu'à la goutte plus profonde et les laisse sans mouvement, enchâssés en l'argent de l'onde. Tous les vents brisent leurs liens, et dans les creux à éoliens, rien n'est resté que le zéphyr, qui tient les œillets et les lys dans ses poumons ensevelis, et triste en la prison soupire pour les membres de sa Phyllis, que la tempête lui déchire. Aujourd'hui, 1000 matelots, où ta fureur combat les flots, défaillis d'art et de courage, en l'aventure de tes eaux, ne rencontrent que des tombeaux, car tous les astres de l'orage, irrités contre leurs vaisseaux, les abandonnent au naufrage. Mais tous ces mots que je décris ne me font point jeter des cris, car eusses-tu porté l'abîme jusques où nous levons les yeux, et d'un débord prodigieux trempé le ciel jusqu'à la cime, au lieu de t'être injurieux, hiver, je louerais ton crime. Hélas, le gouffre des malheurs, d'où je puise l'eau de mes pleurs, prend bien d'ailleurs son origine. Mon désespoir dont tu te ris, c'est la douleur de ma Chlorie, qui rend toute la cour chagrine, les dieux qui tous en sont maris, jurent ensemble ta ruine. Ce beau corps ne dispose plus de ces sens dont il est perclus par la froideur qui les assiège. Épargne, hiver, tant de beauté, remets sa voix en liberté, fais que cette douleur s'allège, et, pleurant de ta cruauté, fais distiller toute la neige. Qu'elle ne touche de si près l'ombre noire de tes cyprès, car si tu menaçois sa tête, le laurier que tu tiens si cher, et que l'éclair n'ose toucher, sera subjet à la tempête, et les dieux lui feront sécher la racine comme le faîte. Mais si ta crainte ou ta pitié veut fléchir mon inimitié, sois-lui plus doux que de coutume, ronge nos vignes de muscat, dont les muses font tant de cas, mais, à la faveur de ma plume, dans ses membres si délicats, ne ramène jamais le rhume. Promène tes froids aquilons par la campagne des gelons, grêle dessus les monts de Thrace, mais si jamais tu réprimas la violence des frimas et la dureté de ta glace, sur les plus tempérés climats, le sien toujours est cette grâce. Sa maison, comme le saint lieu, consacré pour le nom d'un dieu, rien que plus d'or ne possède. La neige fonde sur ton toit un sacré nectar qui ne soit ni brûlant, ni glacé, ni tiède, mais tel que Jupiter le boit dans la coupe de Ganymède. Si tu m'accordes ce bonheur, par cet œil que j'ai fait seigneur d'une âme à l'aimer obstinée, je jure que le ciel lira ton nom, qu'on ensevelira qu'au tombeau de la destinée, et par moi ta louange ira plus loin que la dernière année. Fin du poème, enregistré par Christiane Jeanne. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Le dernier jour de Hégésippe Moreau. Enregistré pour LibriVox.org. Le dernier jour. J'ai dit souvent, Dieu confonde ce monde et tout avec lui. Mais quand de ce pauvre monde le jour suprême aura lui, changeant de ton dès l'aurore, je dirai, j'en fais l'aveu, pauvre globe, tourne encore, tourne, tourne encore un peu. À cette heure épouvantable, tous vos autels trembleront, riches, et de votre table bien des miettes tomberont. Affamés qu'on se restaure, dirai-je, et trinquant morbleu, pauvre globe, tourne encore, tourne, tourne encore un peu. L'effroi que ce jour fait naître, et pour ma part j'en ris bien, empêche de reconnaître son lit, sa femme et son bien. Plus de bourgeois matamores, plus d'huissiers, le code au feu. Pauvre globe, tourne encore, tourne, tourne encore un peu. Le vieux soleil file, file, et s'éteint dans le brouillard. Allons, truands, par la ville, jouez à Colin-Maillard. Tremblez, rose, hortense, laure, j'ai la main heureuse au jeu. Pauvre globe, tourne encore. Tourne, tourne encore un peu. Et vite, chez la rainette, dont un soir je fus épris, allons de ma chansonnette réclamer gaiement le prix. Aux appâts qu'en vers j'adore, allons dire en prose adieu. Pauvre globe, tourne encore, tourne, tourne encore un peu. Puis, à mon hôte Grégoire, répétant le verre en main, n'ayez souci du mémoire. J'attends mon père demain, car qui m'a fait, je l'ignore. Mon credo dit que c'est Dieu. Pauvre globe, tourne encore, tourne, tourne encore un peu. Je fredonnais de la sorte, dormant, rêvant à demi, quand tout à coup à ma porte retentit un pas ami. Avril en fleurs vient d'éclore, mes vitres ont un ciel bleu. Pauvre globe, tourne encore, tourne, tourne encore un peu. Fin du poème enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Et toi, tu ne dis rien. D'Alfred Descaries. Enregistré pour LibriVox.org. Faut-il rire ou pleurer? Je ne sais plus que faire. Je ris, je chante ou pleure. Et toi, tu ne dis rien. Ah, mieux vaudrait mourir. Je ne puis plus me taire. Mais je t'aime et voudrais vivre, dis, veux-tu bien? Faut-il rire ou pleurer, femme, quand on ignore si son cœur est blessé pour toujours, sans espoir, ou s'il pourra guérir du mal qui le dévore? Ah, parfois je m'en veux de ne point t'en vouloir. Je ris, je chante ou pleure, et tout le temps je souffre, et tu ne me dis rien. J'enfonce tous les jours dedans l'inextricable et mystérieux gouffre, où le doute engloutit tant de cœurs, tant d'amour. J'ai perdu la raison, et dans mon fol délire, je viens à tes genoux, suprême tribunal, avouer mon tourment. Daigne au moins n'en pas rire. Ne me fais pas douter même de l'idéal. Fin de Et toi, tu ne dis rien. Enregistré par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'homme et la mer de Charles Baudelaire. Enregistré pour LibriVox.org. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras. Et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes.
Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort, ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Fin du poème, enregistré par Camille. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Hymne de l'enfant de Alphonse de Lamartine. Enregistré pour LibriVox.org par Laure. Hymne de l'enfant. À son réveil. Ô Père qu'adore mon Père, toi qu'on ne nomme qu'à genoux, toi dont le nom terrible et doux fait courber le front de ma mère. On dit que ce brillant soleil n'est qu'un jouet de ta puissance, que sous tes pieds il se balance comme une lampe de vermeil. On dit que c'est toi qui fais naître les petits oiseaux dans les champs, et qui donnes aux petits enfants une âme aussi pour te connaître. On dit que c'est toi qui produis les fleurs dont le jardin se pare, et que sans toi, toujours avare, le verger n'aurait point de fruits. Ô don que ta bonté mesure, tout l'univers est convié, nul insecte n'est oublié à ce festin de la nature. L'agneau broute le serpolet, la chèvre s'attache aux cytises, la mouche au bord du vase puise les blanches gouttes de mon lait. L'alouette a la graine amère, que laisse envoler le glaneur, le passereau suit le vanneur, et l'enfant s'attache à sa mère. Et pour obtenir chaque don que chaque jour tu fais éclore, à midi, le soir, à l'aurore, que faut-il? Prononcer ton nom. Ô Dieu, ma bouche balbutie ce nom des anges redoutés. Un enfant même est écouté dans le cœur qui te glorifie. On dit qu'il aime à recevoir les vœux présentés par l'enfance, à cause de cette innocence que nous avons sans le savoir. On dit que leurs humbles louanges à son oreille montent mieux, que les anges peuplent les cieux, et que nous ressemblons aux anges. Ah, puisqu'il entend de si loin les vœux que notre bouche adresse, je veux lui demander sans cesse ce dont les autres ont besoin. Mon Dieu, donne l'onde aux fontaines, donne la plume aux passereaux et la laine aux petits agneaux, et l'ombre et la rosée aux plaines. Donne aux malades la santé, aux mendiants le pain qu'ils pleurent, à l'orphelin une demeure, aux prisonniers la liberté. Donne une famille nombreuse, au Père qui craint le Seigneur. Donne à moi sagesse et bonheur pour que ma mère soit heureuse. Que je sois bon, quoique petit, comme cet enfant dans le temple que chaque matin je contemple, souriant au pied de mon lit. Mets dans mon âme la justice, sur mes lèvres la vérité, qu'avec crainte et docilité ta parole en mon cœur mûrisse. Et que ma voix s'élève à toi comme cette douce fumée que balance l'urne embaumée dans la main d'enfant comme moi. Fin du poème, enregistré par Laure. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le jugement de Paris de Armand Sylvestre. Enregistré pour LibriVox.org. Le jugement de Paris. Quelques pasteurs jaloux au lait clair de tes chèvres avaient mêlé sans doute un enivrant poison pour chasser de ton front aimable la raison et pour faire fleurir la sottise à tes lèvres. Ô jeune homme qui, fier de ta virilité et des regards furtifs dont, sous le bois humide, te suit la nymphe ardente ou la vierge timide, ose, d'un prix mortel, honorer la beauté. Téméraire berger, laisse tomber tes pommes, sous la triple splendeur de ces corps blancs et nus, prosterne-toi, meurtri de frissons inconnus, la terreur de la femme et ce qui nous fait hommes. Garde-toi de juger laquelle, sous sa main, effeuillera le mieux tes fragiles années, et sans lever tes yeux, laisse les destinées, vers la douleur d'aimer, te choisir ton chemin. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Justice boiteuse de Joséphin Soulary. Enregistré pour LibriVox.org. Par ces temps de rancune, un jour ne passe guère que le couteau ne fasse à l'écart quelque mort. Quand on aime le sang, par l'enfer, on a tort de naître dans la peau d'un meurtrier vulgaire. Celui qui tue un peuple au grand jour et s'endort calme aux râles humains que son genou fait taire, celui-là porte haut la gloire du Cicère. C'est bien plus qu'un héros, c'est le bras droit du sort. Il me manque le sens de l'abstrait, je l'avoue. Entre le gueux qu'on blâme et le brigand qu'on loue, la nuance m'échappe. Ah, si j'avais pouvoir! J'aurais tôt condamné, confondant mes colères, à la peine d'amour le bandit du trottoir, et l'assassin royal à celle des galères. Fin du poème. Enregistré par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lait du Bisclavaret de Marie de France. Enregistré pour LibriVox.org. Puisque je m'occupe à traduire des laits, je ne veux pas oublier celui du Bisclavaret, ainsi nommé par les Bretons et que les Normands appellent Garwal. Il est très certain, et cela arrivait souvent dans les temps anciens, que les hommes étaient transformés en loups-garous. C'est une bête farouche qui habite les forêts. Sa rage est si grande que dans sa férocité, cette bête dévore les humains, cause les plus grands ravages. Mais laissons cela, et veuillez écouter le Bisclavaret que je désire vous raconter. Parmi les seigneurs de la Bretagne, il en était un qui méritait les plus grands éloges. Brave chevalier, il vivait d'autant plus noblement qu'il était le favori du prince. Aussi était-il chéri de tous ses voisins. Il avait épousé une demoiselle de bonne famille qu'il aimait tendrement et dont il était tendrement aimé. Néanmoins, une chose affectait la dame. Toutes les semaines, son mari s'absentait pendant 3 jours entiers, et ni elle ni personne ne savait où il allait, ni ce qu'il devenait pendant ce temps. Notre chevalier rentre un jour chez lui fort gai et fort joyeux. Après les premières caresses, sa dame prenant la parole lui parle en ces termes. « Sire, mon beau doux ami, si je l'osais, je me hasarderais à vous faire une question, mais je crains de vous fâcher, et je ne redoute rien plus au monde que votre courroux. » Le mari presse sa femme entre ses bras et l'embrasse. « Chère dame, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Je n'ai point de secret pour ma femme. Et si je sais la chose dont vous désirez être instruite, je me ferai un plaisir de vous l'apprendre. » « Eh bien, sire, me voilà rassurée, mais vous ne pouvez vous faire une idée de l'inquiétude que j'éprouve les jours où vous vous éloignez de moi. Le matin, je me lève, le soir, je me couche avec la crainte de vous perdre. Et, si vous ne calmez mes justes alarmes, il ne me reste qu'à mourir. De grâce, veuillez m'instruire du lieu où vous vous rendez, de ce que vous faites et de ce que vous devenez. Cher ami, par la miséricorde de Dieu, je crains qu'il ne m'arrive malheur si je ne vous apprends mon secret. Peut-être cela m'empêcherait-il de vous aimer et m'exposerait peut-être encore à vous perdre. » La dame fut bien étonnée de ce discours qui n'était rien moins que plaisant. Elle ne perdit pas courage. Elle flatta et caressa si tendrement le chevalier que celui-ci lui découvrit entièrement son secret. Sachez donc que, pendant mon absence, je deviens loup-garou. J'entre dans la grande forêt et vais me cacher dans le plus épais du bois, et là je vis de proies et de racines. Mais, mon bon ami, veuillez me dire si vous vous dépouillez de vos habits, ou bien si vous les gardez. Madame, je vais tout nu. De grâce, enseignez-moi où vous déposez vos vêtements. Cela m'est impossible, car non seulement si je venais à les perdre, mais encore à être aperçu, quand je les quitte, je resterai loup-garou toute la vie, et je ne pourrai reprendre ma forme ordinaire qu'à l'instant où il me serait rendu. D'après cela, vous ne devez pas être surprise de mon silence à cet égard. Sire, vous savez que je vous aime au-delà de toute expression. Dès lors, vous n'avez rien à craindre de ma part, et ne devez rien me cacher. La confiance naît de l'amitié, et vous me feriez croire que je ne possède ni l'une ni l'autre chez mon époux. Je vous le demande, ai-je rien fait pour cesser de les mériter? Dites-le-moi, je vous prie.
Enfin, la dame, redoublant de caresses et d'instances, obtint l'aveu qu'elle désirait tant. Dans la forêt, près d'un carrefour et sur le bord du chemin, est une vieille chapelle qui souvent me devient fort nécessaire. Là, sous un buisson, se trouve une grande pierre creuse où je cache mes habits, jusqu'au moment où je dois les reprendre pour revenir à la maison. La femme fut tellement effrayée de la révélation de son mari qu'elle pensa dès lors au moyen de le quitter et ne voulut plus coucher avec lui. Dans le voisinage était un chevalier qui lui avait longtemps fait la cour. Elle ne lui avait jamais rien accordé, pas même une promesse. Par un message, la dame l'engagea à revenir auprès d'elle. « Réjouissez-vous, belle amie, lui dit-elle en le voyant, les maux que vous avez soufferts vont cesser. Je vous offre aujourd'hui tout ce que vous m'avez demandé. Je vous donne mon cœur, mon amour, et faites de moi votre amie. » Le chevalier, charmé d'apprendre une nouvelle aussi agréable, remercie la dame. Ils promettent par serment de s'aimer toujours. Dès que l'intimité fut établie, la dame instruisait son amant de tout ce que faisait son mari. Elle lui enjoignit d'aller prendre ses vêtements dans l'endroit où ils étaient déposés. Ainsi le Bisclavaret fut trahi par sa femme, qui le rendit bien malheureux, puisqu'on ignorait entièrement l'époque où il reparaîtrait. Ses amis et ses parents, inquiets de ne plus le voir, venaient souvent à sa maison pour s'informer de ses nouvelles. Plusieurs même partirent pour aller à sa recherche. L'inutilité de leur démarche les engagea à n'en plus faire. La dame épousa bientôt le chevalier dont elle était aimée depuis longtemps. Il s'était bien passé 1 an depuis que le roi n'avait été à la chasse. Le prince eut envie de prendre cet exercice et se rendit à cet effet dans le bois habité par le Bisclavaret, que les chiens rencontrèrent dès l'instant où ils furent découplés. Il fut poursuivi tout le jour, avait reçu plusieurs blessures par des chasseurs qui étaient près de le prendre. Lorsque, voyant venir le roi, il alla à sa rencontre pour demander grâce. Le Bisclavaret saisit l'étrier du monarque, lui baise le pied et la jambe. Le roi eut d'abord peur, mais aussitôt revenu de son effroi, il appelle à lui ses compagnons. « Venez, seigneur, venez considérer cette merveille. Regardez comme cet animal s'humilie. Il a l'intelligence de l'homme, puisqu'il crie « Miséricorde !» Faites retenir les chiens et veillez à ce que personne ne le blesse. Allons, apprêtez-vous, retournons au château, car je ne veux pas chasser davantage, et suis trop satisfait de ma découverte. Le prince se met en marche avec le Bisclavaret qui suit ses pas et qui ne veut pas l'abandonner. Le roi, joyeux de sa capture, qu'il regarde comme une chose surprenante, l'emmène au château. Ayant pris le Bisclavaret en affection, le monarque ordonne aux gens de sa cour, sous peine d'être privés de ses bonnes grâces, non seulement de ne point battre ou toucher à son loup, mais encore d'en avoir le plus grand soin. Pendant le jour, le Bisclavaret restait près des chevaliers et passait les nuits dans la chambre du roi. Tout le monde l'aimait parce qu'il ne faisait de mal à personne, et que partout où il suivait le roi, jamais on n'avait eu à s'en plaindre, mais au contraire à s'en louer. Or, écoutez ce qui arriva plus tard à une cour plénière tenue par le roi et à laquelle, pour la rendre plus belle, il avait invité tous ses barons et vassaux. Le chevalier époux de la femme du Bisclavaret s'y rendit avec sa dame, qui ne savait pas se rencontrer avec son premier mari. Dès que le Bisclavaret aperçoit le chevalier qui entrait au palais, il court à sa rencontre, s'élance, le saisit, le mord et lui fait une large blessure. Le traître eût sans doute perdu la vie si le roi n'eût rappelé le Bisclavaret et ne l'eût menacé d'une baguette. 2 autres fois, il voulut encore se jeter sur son ennemi. Chacun fut étonné de la colère de cet animal qui, jusque-là, avait été d'une douceur extrême. Dans tout le palais, il n'était d'autre bruit que le Bisclavaret ne l'avait sans doute pas fait sans raison, et sans doute aussi qu'il avait à venger un méfait. Pendant la durée de la fête, il fut toujours le même. Lorsqu'elle fut achevée, les barons prirent congé pour retourner chez eux. Le chevalier, que le Bisclavaret avait assailli avec tant de raison, fut un des premiers qui s'en alla. Il arriva peu de temps après que le roi voulut aller chasser dans la forêt où le Bisclavaret avait été trouvé. Il suivit le prince qui séjourna dans la contrée où demeurait son infidèle épouse. Instruite du passage du monarque, la dame s'apprête richement et demande audience pour lui faire un présent. Le prince l'octroie, et comme elle entrait dans la chambre, le Bisclavaret l'aperçoit,
sans que personne puisse l'arrêter, il court sur elle, lui saute à la figure, et, pour assouvir sa vengeance, il lui arrache le nez. Les courtisans le menacent, et il allait être mis en pièces, lorsqu'un philosophe, prenant la parole, dit au roi: « Sire, daignez m'écouter, cet animal vous accompagne sans cesse. Il n'est aucun de nous qui ne le connaisse parfaitement, et qui plusieurs fois n'ait été placé près de lui. Jamais il n'a fait de mal à personne, si ce n'est à cette dame qui vous a été présentée. Par la foi que je vous dois, il faut absolument qu'il ait à se plaindre tant de cette femme que de son mari. Elle avait d'abord épousé ce chevalier dont vous estimiez tant les vertus et le courage, et dont on n'a point de nouvelles depuis longtemps. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Faites renfermer cette dame, sire, ordonnez qu'elle soit mise à la gêne. Par ce moyen, vous lui ferez dire pourquoi cette bête la hait, car vous savez que nous avons vu maintes aventures extraordinaires qui ont eu lieu dans la Bretagne. » Le roi suivit le conseil qui venait de lui être donné. Il fit arrêter le chevalier et sa femme, qui furent conduits en prison. Bientôt, la dame, effrayée des mesures qu'on prenait, avoua comment elle avait trahi son premier époux, en indiquant l'endroit où il cachait ses vêtements. Elle ne savait ce qu'il était devenu depuis cette époque, puisqu'il n'était point retourné chez lui. Au surplus, la dame pensait et croyait que le Bisclavaret pouvait être son premier mari. Le roi ordonna sur-le-champ d'apporter les habits, que cela lui fût agréable ou non. Sitôt qu'ils sont arrivés, on les étala devant le Bisclavaret, qui sembla d'abord n'y pas faire grande attention, parce qu'il y avait trop de monde devant lui. Le philosophe fit appeler le roi pour lui donner un nouveau conseil. « Sire, permettez-moi de vous dire que votre loup ne veut pas mettre ses vêtements en public, puisqu'il doit redevenir homme. Il craint et a peur d'être aperçu dans sa métamorphose. Faites-le conduire dans vos appartements avec ses dépouilles. Nous le laisserons reposer à son aise. Puis on verra bien s'il devient homme. » Le roi conduisit lui-même le Bisclavaret et revint en fermant toutes les portes sur lui. Au bout de quelque temps d'attente, le prince, suivi de 2 barons, entra dans la chambre où il aperçut le chevalier qui dormait dans son lit. Aussitôt le roi courut l'embrasser, puis le serra dans ses bras. Dès qu'ils eurent causé, il lui rendit sa terre et lui fit des dons magnifiques. La dame infidèle fut chassée du pays ainsi que son époux pour une trahison aussi noire. Ils eurent par suite plusieurs enfants qui étaient fort aisés à reconnaître. Toutes les filles vinrent au monde, sans nez. Ceci est de la plus exacte vérité. C'est pourquoi elles furent surnommées Énazées. N'en doutez pas, l'aventure que vous venez d'entendre est très vraie. Les Bretons, qui en conserveront toujours le souvenir, en ont fait le lait du Bisclavaret. Fin du poème enregistré par Christiane Johann. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Lait du frêne de Marie de France. Enregistré pour LibriVox.org. Je rapporterai le lait du frêne d'après le récit qui m'en a été fait. Il existait jadis dans la Bretagne 2 seigneurs qui étaient si proches voisins que leurs biens se touchaient. À la fois vaillants chevaliers et hommes riches, tous 2 étaient mariés et leur habitation n'était pas éloignée de la ville. L'une des dames devint enceinte et au bout du terme, elle accoucha de 2 enfants. Le mari, charmé de cet événement, s'empressa de le mander à son voisin. Il lui envoie un messager pour lui faire part que sa femme était accouchée de 2 enfants mâles et pour le prier d'être parrain de l'un de ses fils. Le messager arrive chez l'ami pendant qu'on était à table, il s'agenouille et remet sa dépêche. Le voisin remercie le ciel du bonheur qu'éprouve son ami et fait présent d'un superbe cheval à l'envoyer. Sa femme, qui mangeait aux côtés de son époux, se mit à sourire en écoutant le récit du messager. Elle était fausse, hautaine, médisante et envieuse. Cette dame parla fort légèrement lorsqu'elle dit devant ses domestiques « Avec l'aide de Dieu, je suis en vérité surprise de ce que le chevalier, notre voisin, ait osé mander à mon mari ce qui doit faire sa honte et son déshonneur, puisque sa femme est accouchée de 2 enfants à la fois. Comment publier ce qui doit faire le déshonneur de ses époux ? On sait parfaitement qu'il ne s'est jamais vu et que l'on ne verra jamais pareille chose si la femme n'a pas eu commerce avec 2 hommes. » Le mari, étonné d'un pareil langage, regarde fixement sa femme et la blâme de ce qu'elle vient de dire.
Dame, reprit-il, vous feriez mieux de vous taire que de parler ainsi. Il est certain que la couchée mérite la bonne réputation dont elle jouit. Les gens de la maison, présents à la scène qui venait d'avoir lieu, répétèrent les propos tenus par leur maîtresse. La nouvelle s'en répandit dans toute la Bretagne. La méchante fut blâmée par toutes les personnes du sexe, pauvres et riches la prirent en haine et la méprisèrent. Le messager, de retour chez son maître, lui rapporta la conversation qu'il avait entendue. Celui-ci fut bien chagrin des propos qui avaient été tenus chez son ami. Il prit son épouse en aversion et pensa qu'elle l'avait réellement trompé. Dès cet instant, il fit mauvais ménage et n'eut plus de confiance dans la mère de ses enfants. Il semblait que ce mari recherchât tous les moyens imaginables pour affliger cette malheureuse femme, tant il était persuadé qu'elle était coupable. La dame, qui avait si mal parlé, devint enceinte à son tour dans la même année, et, arrivée à son terme, elle accoucha de 2 filles. Je vous demande si la voisine ne fut pas alors bien vengée, et quel regret eut à son tour la méchante. « Malheureuse que je suis, dit-elle, que ferai-je? Me voilà déshonorée pour la vie. Je vais être méprisée de mon mari et de mes parents qui vont me haïr, d'après les propos que j'ai tenus sur ma voisine. Ils ne voudront plus croire à ma vertu dès qu'ils seront instruits de mon aventure. Je me suis condamnée moi-même en soutenant qu'une femme ne pouvait avoir 2 enfants si elle n'avait eu commerce avec 2 hommes. Or, pareil malheur m'arrive et je me trouve dans la même situation que ma voisine. Je vois maintenant la vérité de l'adage. Qui médit des autres et les blâme ne sait pas souvent ce qui doit lui arriver. Mieux convient la louange que la critique, car si j'avais profité de cet avis, je ne serais pas tant à plaindre. Il me faut faire périr un des enfants. J'aime mieux implorer la miséricorde divine pour ce crime que d'être avilie et maltraitée. Les personnes qui prenaient soin de cette femme s'empressèrent de la consoler et la prévinrent qu'elle ne souffrirait pas l'exécution d'un crime semblable. La dame avait auprès d'elle une jeune personne de condition libre qu'elle avait élevée et qu'elle chérissait. Voyant sa protectrice pleurer et se plaindre, la jeune fille affligée cherchait tous les moyens de la consoler. « Dame, lui dit-elle, cette douleur ne convient nullement à votre état. Veuillez vous apaiser et entendre mon avis. Vous me donnerez l'un des enfants, je vous en délivrerai secrètement, de manière à ce que jamais vous ne le reverrez. Personne ne pourra désormais vous blâmer. Je porterai votre fille près la porte d'un couvent, j'en prendrai le plus grand soin dans la route, et j'ose présumer, avec la grâce de Dieu, qu'elle sera trouvée par quelque prud'homme qui se chargera de l'élever. » La dame éprouva un grand plaisir à cette proposition. Elle promit à la pucelle que pour le grand service qu'elle voulait lui rendre, elle s'engageait de son côté à la récompenser convenablement. Le bel enfant fut enveloppé dans un linge très fin, recouvert d'une étoffe de soie vermeille que le mari de la dame avait rapportée de Constantinople. Jamais aussi belle étoffe ne fut vue. Avec un bout de ruban, on lui lia au bras un gros anneau d'or qui pesait plus d'1 once. Il était entouré de grenats et l'on fit graver le nom de l'endroit où l'enfant devait être déposé. Cette précaution fut prise afin que ceux qui trouveraient la pauvre petite apprissent qu'elle était bien née et qu'elle appartenait à des gens riches. La pucelle prit l'enfant et l'emporta de la chambre. Profitant de l'obscurité et du silence de la nuit pour sortir de la ville, elle prend d'abord le grand chemin, traverse la forêt. Puis au loin, sur la droite, la pucelle ayant entendu le chant des coqs et l'aboiement des chiens, elle présuma que de ce côté il devait y avoir une ville. Cet espoir ranime ses forces et lui fait doubler le pas. Son attente ne fut pas trompée. Elle entra dans une ville considérable où se trouvait une riche abbaye de femmes. Quantité de nonnes y étaient sous la direction d'une abbesse. La jeune personne, après avoir considéré les différentes parties du monastère, telles que les tours, les murs, le clocher, s'arrêta devant la porte pour implorer la faveur du ciel. Après s'être agenouillée, elle fit la prière suivante. « Fais-moi la grâce, ô mon Dieu, par ton saint nom, de prendre cet enfant en pitié et de le garantir de tout malheur. » Sa prière achevée, la pucelle regarde derrière elle et aperçoit un très gros frêne dont le fût se divisait en 4 branches qui couvraient le terrain alentour de leur ombrage. Reprenant aussitôt entre ses bras l'innocente créature qu'elle avait déposée, elle s'empresse de la placer sur cet arbre. Puis, l'ayant de nouveau recommandé à Dieu, la demoiselle part pour revenir vers sa dame
et lui rendre compte de ce qu'elle avait fait. En l'abbaye restait un portier dont les fonctions étaient d'ouvrir les portes aux personnes qui venaient aux prières. Ce jour-là, cet homme s'était levé de meilleure heure qu'à l'ordinaire. Après avoir allumé les cierges et les lampes, sonné les cloches, il ouvre la grande porte et sort. Le premier objet qui frappe ses regards en jetant les yeux sur le frêne est l'étoffe de soie dont l'enfant était enveloppé. Présumant que cet objet pouvait avoir été dérobé, le portier s'empresse de venir à l'arbre pour prendre cette étoffe et la remettre au véritable propriétaire. Mais, au moment où il y portait la main, le prud'homme découvre que l'étoffe de soie servait à envelopper un enfant. Il rendit grâce au ciel, alla prendre cette innocente créature, la porta aussitôt dans sa maison, et la remit à sa fille, laquelle était veuve et avait un jeune enfant qu'elle allaitait. Le prud'homme, rentrant au logis, appelle la jeune veuve en lui disant « Allons, ma fille, levez-vous sur-le-champ, allumez la chandelle et le feu. Je vous apporte un enfant que j'ai trouvé sur le frêne. Vous allez le réchauffer, le baigner et le nourrir de votre lait. » La veuve suivit de point en point les ordres de son père. Elle allume le feu, réchauffe l'enfant, le baigne et l'allaite. Puis, en déshabillant la petite, la vue de l'anneau d'or et de l'étoffe de soie firent présumer à ces bonnes gens que le petit abandonné devait appartenir à une classe élevée. Le lendemain, après l'office, au moment où l'abbesse sortait de l'église, le portier vint vers elle pour lui conter son aventure. L'abbesse demande à voir cet enfant habillé de la même manière qu'il avait été trouvé. On va le chercher, et la dame, après l'avoir bien examiné, prévient qu'elle se chargera de son éducation, qu'elle l'élèvera comme sa nièce. L'abbesse défend au portier de faire connaître la manière dont cet enfant avait été abandonné et trouvé sur un frêne, dont le nom lui fut donné et qu'elle conserva. Enfin, l'enfant fut nourri dans l'abbaye sous les yeux de l'abbesse qui l'appelait sa nièce. Quand Frêne fut parvenue à cet âge où la nature forme les jeunes personnes, elle surpassa en beauté et en amabilité toutes les demoiselles de la Bretagne. La bonté de son caractère, le charme de sa conversation la faisaient chérir de tout le monde, et ses qualités surpassaient encore les grâces de son visage. Elle était si bonne, si aimable, si bien élevée, elle parlait avec tant de douceur et de grâce qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer et sans l'estimer. Il existait à Dole un seigneur appelé Buron, lequel était chéri de ses vassaux. Il entendit parler des bonnes qualités de Frêne et ne put s'empêcher de l'aimer. En revenant d'un tournoi, il passa par le couvent et pria l'abbesse de faire venir sa nièce. Le chevalier trouva la demoiselle si fort au-dessus du portrait qu'on lui en avait fait qu'il en fut entièrement épris. Il se regardera comme très malheureux s'il n'obtient l'amour de cette belle. Sa raison se trouble et il ne sait à quoi se résoudre ni quel parti prendre. S'il vient trop souvent à l'abbaye, la supérieure découvrira le motif de ses visites et lui défendra de les continuer. À force de réfléchir à sa situation, il pensa qu'en faisant diverses donations au couvent, il l'enrichirait à jamais et qu'il demanderait en retour un appartement pour l'occuper lorsqu'il passerait dans le canton. Pour obtenir la confiance des religieuses, il leur donna des terres considérables, afin de faire prier pour lui. Mais Buron avait bien d'autres motifs que celui de demander le pardon de ses fautes. Dès qu'il eut obtenu l'objet de sa demande, il venait souvent au monastère pour trouver l'occasion de parler à Frêne. Il la prit à temps, lui fit de si belles promesses que cette demoiselle consentit enfin à lui accorder son amour. Ayant obtenu les faveurs de sa belle, il lui parla un jour en ces termes. « Belle amie, puisque vous m'avez choisi pour amant, suivez-moi dans mon château. Jugez de la colère de votre tante, si elle était instruite de nos amours, et quel serait son courroux si vous deveniez enceinte. Si vous m'en croyez, venez avec moi, vous ne manquerez jamais de rien, et vous partagerez mes richesses. » La belle Frêne, qui aimait tendrement son amie, se rendit sans peine à ses désirs, et suivit Buron dans son château. Elle emporta dans sa fuite l'anneau et l'étoffe qui devaient servir à la faire reconnaître un jour. L'abbesse lui avait raconté comment elle avait été trouvée sur un arbre. Aussi Frêne conservait-elle précieusement dans un coffre les divers objets dont elle était enveloppée. Ce fut un grand bonheur pour cette malheureuse demoiselle que la bonne abbesse, qui l'avait élevée et nourrie en lui rendant la bague et l'étoffe,
de lui avoir appris comment elle avait été abandonnée dès sa naissance et par quel hasard elle était tombée entre ses mains. Connaissant l'importance dont ces deux objets étaient pour elle, Fresne n'avait garde de les oublier. Aussi en prenait-elle le plus grand soin et veillait sans cesse à ce qu'ils ne s'égarassent. Buron, dont la tendresse était extrême, conduisit sa belle maîtresse dans sa terre où elle se fit aimer et chérir de tous ceux qui la connurent. Ils étaient depuis longtemps ensemble lorsque les chevaliers exposèrent à plusieurs reprises à leur seigneur qu'ils seraient flattés de lui voir épouser une femme de son rang et de renvoyer son ami afin d'avoir un héritier. Les chevaliers lui font entrevoir que s'il laisse sa terre à un étranger ou à sa mie, ils ne le tiendront plus pour seigneur et qu'ils cesseront de le servir. Buron, forcé de déférer à l'avis de ses chevaliers, leur demanda quelle femme de la province il pourrait prendre. « Sire, ici près est un prud'homme, père d'une fille unique et fort riche. Cette jeune personne, qui est la plus jolie du canton, se nomme Coudre. Ainsi, en abandonnant Fresne, vous aurez pour la remplacer Coudre. Ce dernier donne du fruit, et le frêne n'en porte point. » La demande, ayant été faite aux parents, fut acceptée. Mais, hélas, les chevaliers ignoraient que les deux jeunes personnes étaient sœurs jumelles. Fresne était la malheureuse abandonnée, et sa sœur était destinée à devenir l'épouse de son ami. Le mariage est enfin arrêté. Et dès que Fresne apprend que son amie va se marier, elle ne laisse apercevoir aucune trace de chagrin, et se dévoue aux plus rudes travaux. Elle sert son seigneur comme à l'ordinaire et prend soin de tout le monde. Aussi toutes les personnes invitées ou celles de la maison s'émerveillaient-elles de son courage et de son dévouement. Les amis de Buron s'étaient rendus au château le jour de la noce, ainsi que l'archevêque. Les chevaliers de la ville de Dole lui amenèrent la nouvelle épouse. La mère de Coudre avait accompagné sa fille. Craignant que son gendre ne revînt à ses premières amours, elle voulait lui conseiller de renvoyer Fresne et de la marier à quelque homme de bien. Les noces furent très belles, et pendant qu'on se livrait au plaisir, Fresne parcourut les chambres du château pour examiner si tout était en place et si rien ne manquait. Il ne paraissait point que cet hymen lui déplût, car elle avait servi la nouvelle mariée avec tant de grâce que les convives ne pouvaient revenir de leur surprise. Chacun louait sa conduite, ses soins et son activité. La mère, en admirant le courage, la patience, le bon cœur de Fresne, lui accorda son estime et son amitié. Ah, si elle avait reconnu sa fille, elle n'eût sans doute pas voulu lui enlever son amie. Toujours attentive, Fresne va faire dresser le lit nuptial. Quittant son manteau, elle montre au chambellan la manière dont il fallait le faire pour se conformer au goût de leur seigneur. Le lit était dressé, et voyant qu'il était recouvert d'une étoffe peu riche et de mauvais goût, Fresne ouvre son coffre, en retire la belle étoffe dont elle avait été enveloppée, et la fit servir à décorer le lit de son amie. Elle le faisait avec d'autant plus de plaisir que l'archevêque devait venir pour bénir la chambre des deux époux et remplir son ministère. Sitôt que tout fut apprêté, la mère conduit Coudre dans la chambre nuptiale et la veut faire coucher. En jetant les yeux sur le lit, elle aperçoit l'étoffe précieuse, la reconnaît, se ressouvient de l'emploi qu'elle en fait, puis éprouve un frémissement involontaire. D'où peut venir cette étoffe? Par quel hasard se trouve-t-elle dans le château de mon gendre? Pour s'en éclaircir, la dame appelle un chambellan. « Dites-moi, mon ami, vous devez le savoir, comment votre maître est-il devenu propriétaire de cette étoffe? »« Je vais vous satisfaire, madame, c'est Fresne, la jeune personne, qui l'a apportée. Voyant que la couverture de mon seigneur n'était pas assez riche pour un jour aussi solennel, elle a donné celle que vous voyez. Faites-la venir sur-le-champ. » Et sitôt qu'elle l'aperçut, « Ah, belle amie, lui dit la mère, veuillez m'apprendre où cette bonne étoffe a été trouvée. D'où vient-elle? Qui vous l'a donnée? » « Dame, ma tante l'abbesse, qui a pris soin de mon enfance et qui m'a élevée, me remit cette étoffe, ainsi qu'un anneau d'or, et m'enjoignit de les conserver précieusement. Il m'avait été donné sans doute par les auteurs de mes jours qui m'envoyèrent au couvent. »« Belle amie, ne pourrais-je voir cet anneau? »« Oui, madame, sans doute, je vais le chercher et vous l'apporter. » Dès que la dame l'eut regardé, elle reconnut l'anneau, ne douta plus que Fresne ne fût sa fille. « Embrasse-moi, mon enfant, tu es ma fille. » La révolution que cette malheureuse mère éprouva en disant ces paroles la fit tomber en pâmoison.
Revenue à elle, la dame fait appeler son mari, qui arrive, tout effrayé. Sitôt qu'il est entré, sa femme tombe à ses genoux qu'elle baise et le prie de lui pardonner. Le mari, qui ne savait rien de l'aventure, répondit « Dame, il n'existe aucune dispute entre nous. Veuillez vous lever, car vous êtes toute pardonnée. Faites-moi le plaisir de me faire connaître ce que vous désirez. » « Sire, je n'avouerai ma faute que lorsque vous m'aurez écouté et ensuite pardonné. Il vous ressouvient du jugement téméraire que je portais sur ma voisine, qui était accouchée de 2 garçons. Je parlais contre moi sans le savoir. À mon tour, j'eus 2 filles à la fois. J'en cachai une qui fut portée dans un couvent. Je l'enveloppai avec l'étoffe précieuse que vous aviez rapportée de Constantinople, et je cachai dans ses langes le bel anneau que vous m'aviez donné la première fois que vous me parlâtes. Eh bien, sire, rien ne peut être caché. Je viens de retrouver ici l'étoffe, l'anneau et ma fille que j'avais perdue par ma faute. C'est cette personne si aimable, si sage et si belle que le chevalier aimait depuis longtemps et dont il vient d'épouser la sœur. Madame, répondit l'époux, je suis très satisfait et bien joyeux que nous ayons retrouvé notre fille avant que la faute fût augmentée. Le ciel nous accorde doublement ses faveurs. Venez, ma chère enfant, venez embrasser votre père. Fresne est au comble du bonheur puisqu'elle vient de retrouver ses parents. Son père les quitte aussitôt pour aller parler à son gendre et à l'archevêque et leur faire part de cette nouvelle. Dès qu'il en est instruit, Buron ne peut contenir sa joie et le prélat donne le conseil d'attendre que la nuit soit passée parce qu'il rompra le lendemain les nœuds qu'il avait formés la veille. Il fut donc arrêté que le premier mariage serait déclaré nul et que Buron épouserait son amie avec le consentement de ses parents. Le père divisa son bien en 2 parts égales, dont une fut donnée à Fresne. Lorsque le chevalier et sa femme retournèrent dans leur pays après la noce qui fut très belle, ils emmenèrent avec eux coudre leur autre fille qui trouva dans son pays un parti fort riche. Quand on connut cette aventure et sa fin, les Bretons en firent le lait du frêne, ainsi appelé de la dame qui en est le sujet. Fin du poème. Enregistré par Christiane Jehanne. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lait de Lanval de Marie de France. Enregistré pour LibriVox.org. Je veux vous apprendre les aventures d'un autre lait. Il fut composé au sujet d'un riche chevalier que les Bretons appellent Lanval. Le roi Arthur, toujours preux et courtois, était venu passer quelque temps à Carduel pour châtier les Irlandais et les Pictes qui ravageaient ses possessions et particulièrement la terre de l'Ogre. Au fait de la Pentecôte, Arthur tint une grande cour plénière. Il fit des présents magnifiques et répandit ses bienfaits sur les comtes, les barons et les chevaliers de la table ronde. Enfin, il n'y en eut jamais une aussi belle, puisqu'il donna des terres et qu'il conféra des titres de noblesse. Un seul homme, qui servait fidèlement le monarque, fut oublié dans ces distributions. C'était le chevalier Lanval, qui, par sa valeur, sa générosité, par sa bonne mine et ses brillantes actions, était aimé de tous ses égaux, lesquels ne voyaient qu'avec chagrin tout ce qui pouvait lui arriver de désagréable. Lanval était fils d'un roi dont les États étaient fort éloignés. Attaché au service d'Arthur, il dépensa son avoir avec d'autant plus de facilité que, ne recevant rien et ne demandant rien, il se vit bientôt dénué de ressources. Le chevalier est fort triste de se voir dans une situation pareille. Ne vous en étonnez pas, sire, il était étranger et personne ne venait à son secours. Après y avoir mûrement réfléchi, il prend la résolution de quitter la cour de son suzerain. Lanval, qui avait si bien servi le roi, monte sur son destrier et sort de la ville, sans être suivi de personne. Il arrive dans une prairie arrosée par une rivière qu'il traverse. Voyant son cheval trembler de froid, il descendit, le désangla, puis le laissa paître à l'aventure. Ayant plié son manteau, le chevalier se coucha dessus et rêvait tristement à son malheur. En jetant les yeux du côté de la rivière, il aperçoit 2 demoiselles d'une beauté ravissante, bien faites et vêtues très richement d'un bliot de pourpre grise. La plus âgée portait un bassin d'or émaillé, d'un goût exquis, et la seconde tenait en ses mains une serviette.
Elles viennent droit à lui, et Lanval, en homme bien élevé, se relève aussitôt à leur approche. Après l'avoir salué, l'une d'elles lui dit « Seigneur Lanval, ma maîtresse, aussi belle que gracieuse, nous envoie pour vous prier de nous suivre, afin de vous conduire près d'elle. Regardez, sa tente est tout près d'ici. » Le chevalier s'empresse de suivre les deux jeunes personnes et ne songe plus à son cheval qui paissait dans la prairie. Il est amené au pavillon qui était fort beau et surtout très bien placé. La reine Sémiramis, au temps de sa grandeur, et l'empereur Octave n'auraient jamais eu une plus belle draperie que celle qui était placée à droite. Au-dessus de la tente était un aigle d'or, dont je ne pourrais estimer la valeur non plus que des cordages et des lances qui la soutenaient. Il n'est aucun roi sur la terre qui pût en avoir un semblable, quelle que fût la somme qu'il offrit. Dans le pavillon était la demoiselle qui, par sa beauté, surpassait la fleur de lys et la rose nouvelle, quand elles paraissent au temps d'été. Elle était couchée sur un lit magnifique, dont le plus beau château n'aurait pas seulement payé le prix des draperies. Sa robe, qui était serrée, laissait apercevoir l'élégance d'une taille faite autour. Un superbe manteau doublé d'hermine et teint en pourpre d'Alexandrie couvrait ses épaules. La chaleur l'avait forcé de l'écarter un peu, et à travers cette ouverture qui lui mettait le côté à découvert, l'œil apercevait une peau plus blanche que la fleur d'épine. Le chevalier arriva jusqu'à la demoiselle qui, l'appelant, le fit asseoir à ses côtés et lui parla en ces termes. « C'est pour vous, mon cher Lanval, que je suis sorti de ma terre de Lens, et que je suis venu en ces lieux. Je vous aime, et si vous êtes toujours preux et courtois, je veux qu'il n'y ait aucun prince de la terre qui soit aussi heureux que vous. » Ce discours enflamme subitement le cœur du chevalier, qui répond aussitôt « Aimable dame, si j'avais le bonheur de vous plaire, et que vous voulussiez m'accorder votre amour, il n'est rien que vous ne m'ordonniez que ma valeur n'ose entreprendre. Je n'examinerai point les motifs de vos commandements. Pour vous, j'abandonne le pays qui m'a vu naître, ainsi que mes sujets. Non, je ne veux jamais vous quitter. C'est la chose que je désire le plus au monde que de rester avec vous. » La demoiselle, ayant entendu le vœu que formait Lanval, lui accorde son cœur et son amour. Elle lui fait un don précieux dont nul autre ne pourra profiter. Il peut donner et dépenser beaucoup et se trouvera toujours fort riche. Ah, que Lanval sera donc heureux, puisque plus il sera généreux et libéral, plus il aura de l'or et de l'argent. Mon ami, dit la belle, je vous prie, vous enjoins, vous commande même de ne jamais révéler notre liaison à qui que ce soit. Qu'il me suffise de vous dire que vous me perdriez pour toujours, et que vous ne me verriez plus si notre amour était découvert. Lanval lui fait le serment de suivre entièrement ses ordres. Ils se couchèrent ensemble et restèrent au lit jusqu'à la fin du jour. Lanval, qui ne s'était jamais aussi bien trouvé, serait resté bien plus longtemps, mais son amie l'invita à se lever car elle ne voulait pas qu'il demeurât davantage. « Avant de nous quitter, je dois vous faire part d'une chose, » lui dit-elle. Lorsque vous voudrez me parler et me voir, et j'ose espérer que ce ne sera que dans des lieux où votre ami pourra paraître sans rougir, vous n'aurez qu'à m'appeler, et sur-le-champ je serai près de vous. Personne, à l'exception de mon amant, ne me verra ni ne m'entendra parler. Lanval, enchanté de ce qu'il apprend, pour exprimer sa reconnaissance, embrasse son ami et descend du lit. Les demoiselles qui l'avaient conduit au pavillon entrèrent en apportant des habits magnifiques, et dès qu'il en fut revêtu, il sembla 1000 fois plus beau. Après qu'on eut lavé, le souper fut servi. Quoique le repas fût assaisonné d'appétit et de bonne chère, Lanval avait un mets à lui seul, qui lui plaisait beaucoup. C'était d'embrasser son amie et de la serrer dans ses bras. En sortant de table, on lui amène son cheval qui était tout apprêté, et après avoir fait ses adieux, il part pour retourner à la ville, mais tellement étonné de son aventure qu'il ne peut encore y croire, et qu'il regarde de temps en temps en arrière comme pour se convaincre qu'il n'a pas été abusé par une illusion flatteuse. Il rentre à son hôtel et trouve tous ces gens parfaitement bien vêtus. Il fait grandes dépenses sans savoir d'où l'argent lui vient. Tout chevalier qui avait besoin de séjourner à Carduel pouvait venir s'établir chez Lanval, qui se faisait un devoir de le traiter parfaitement. Outre les riches présents qu'il faisait, Lanval rachetait les prisonniers, vêtissait les ménétriers. Il n'eut pas un seul habitant de la ville, un étranger même, qui n'eût part à ses libéralités. Aussi était-il le plus heureux des hommes, puisqu'il avait de la fortune, qu'il était considéré et qu'il pouvait voir son ami à tous les instants du jour et de la nuit.
Dans la même année, vers la fête de la Saint-Jean, plusieurs chevaliers allèrent se récréer dans le verger, au-dessous de la tour habitée par la reine. Avec eux était le brave Gauvin, qui se faisait aimer de tous, et son cousin, le bel Yvain. « Seigneur, dit-il, ce serait mal faire que de nous divertir sans notre ami Lanval, homme aussi brave que généreux, et fils d'un riche roi. Il faut l'aller chercher et l'amener ici. » Aussitôt ils partent, se rendent à l'hôtel de Lanval qu'ils trouvent, et à force de prières, ils parviennent à l'emmener avec eux. À leur retour, la reine s'était appuyée sur l'une de ses croisées, derrière elle se tenaient les dames de sa suite. Ayant aperçu Lanval qu'elle aimait depuis longtemps, Genèvre appelle ses suivantes, choisit les plus jolies et les plus aimables, il y en avait au moins 30, et descend au verger pour partager les jeux des chevaliers. Dès qu'il voit venir les dames, il s'empresse d'aller à leur rencontre jusqu'au perron pour leur offrir la main. Pour être seul, Lanval s'éloigne de ses compagnons. Il lui tarde beaucoup de rejoindre son amie, de la voir, de lui parler, de la presser entre ses bras. Il ne peut trouver de plaisir là où n'est pas l'objet de son amour. Genèvre, qui cherchait l'occasion de le trouver seul, suit ses pas, l'appelle, s'assied auprès de lui et lui parle en ces termes. « Lanval, depuis longtemps je vous estime, je vous aime tendrement, il ne tient qu'à vous d'avoir mon cœur. Répondez-moi car sans doute vous devez vous estimer heureux puisque je vous offre de devenir mon ami. Madame, daignez me permettre de ne pas vous écouter. Je n'ai nul besoin de votre amour. J'ai longtemps servi le roi avec fidélité et je ne veux pas manquer à l'honneur et à la foi que je lui ai promise. Jamais par vous ou par l'amour de toute autre femme je ne trahirai mon seigneur suzerain. » La reine, courroucée de cette réponse, se répandit en invectives. « Il paraît, Lanval, et j'en suis persuadée, que vous n'aimez guère les plaisirs de l'amour. Aussi m'a-t-on souvent dit qu'à des femmes aimables, dont au surplus vous savez vous passer, vous préfériez des jeunes gens bien mis, avec lesquels vous vous amusiez. Allez, misérable, allez, le roi a fait une bien grande sottise lorsqu'il vous retint à son service. » Piqué des reproches de Genèvre, Lanval lui fit, dans la colère, une confidence dont il eut bien à se repentir. « Madame, lui dit-il, je n'ai jamais commis le crime dont vous m'accusez, mais j'aime et je suis aimé de la plus belle femme qu'il y ait au monde. Je vous avouerai même, madame, et soyez-en persuadée, que la dernière de ces suivantes est supérieure à vous par la beauté, l'esprit, les grâces et le caractère. » Genèvre, en fureur de cette réponse humiliante, se retire dans sa chambre pour pleurer. Elle se dit malade, se met au lit, d'où elle ne sortira, dit-elle, que lorsque le roi, son époux, aura promis de la venger. Arthur avait passé la journée à la chasse, et à son retour, encore joyeux des plaisirs qu'il avait goûtés, il se rendit à l'appartement des dames. Sitôt que Genèvre l'aperçoit, elle vient se jeter aux pieds de son époux, lui demande vengeance de l'outrage qu'elle dit avoir reçu de Lanval. « Il a osé me requérir d'amour, et d'après mon refus, il m'a injurié et avili. Il a osé se vanter d'avoir une amie d'une beauté incomparable, dont la dernière des suivantes valait mieux que moi. » Le roi, enflammé de colère, fit serment que si le coupable ne se justifiait pas à l'assemblée des barons, il le ferait pendre ou brûler. En sortant de chez la reine, Arthur ordonna à 3 barons de se rendre chez Lanval, qui était bien triste et bien chagrin. En rentrant chez lui, il s'était aperçu qu'il avait perdu son ami pour avoir découvert son amour. Seul et renfermé dans son appartement, il songeait à son malheur. Un moment, il appelait son ami qui ne venait point, puis il se mettait à soupirer et à pleurer. Souvent même, il perdit l'usage de ses sens. C'est en vain qu'il demandait pardon et criait merci. Sa belle refusa toujours de se montrer. Il maudissait sa tête et sa bouche. Son chagrin était si violent qu'on doit regarder comme une merveille de ce qu'il ne sauta pas à la vie. Il ne fait que gémir, pleurer, se tordre les mains et donner les marques du plus grand désespoir. Hélas, que va devenir ce chevalier loyal que le roi veut perdre? Les barons viennent lui intimer l'ordre de se rendre sur-le-champ à la cour, où le roi le mandait pour répondre à l'accusation faite par la reine. Lanval les suit, le désespoir dans le cœur et ne désirant que la mort. Il arrive en cet état devant le monarque. Dès qu'il parut, Arthur lui dit, avec emportement, « Vassal, vous êtes bien coupable à mon égard, et votre conduite est répréhensible. Quel était votre dessein en insultant la reine et en lui tenant des discours déplacés?
Vous n'aviez sans doute pas la raison bien saine lorsque, pour vanter les charmes de votre maîtresse, vous avez avancé que la dernière de ses suivantes était plus belle et plus aimable que la reine. Lanval se défendit sur la première accusation d'attenter à l'honneur de son prince. Il raconta, mot à mot, la conversation qu'il avait eue avec la reine et la proposition qu'elle lui avait faite. Mais il reconnut la vérité de ce qu'il avait dit à l'égard de sa dame, dont il avait perdu les bonnes grâces. Au surplus, il s'en rapportera entièrement au jugement de la cour. Le roi, toujours en colère, rassemble ses barons pour nommer des juges choisis parmi les pairs de Lanval. Les barons obéissent, fixent le jour du jugement, ensuite ils exigent qu'en attendant le jour indiqué, Lanval se constitue prisonnier, ou bien qu'il donne un répondant. Lanval, étranger, n'avait point de parents en Angleterre. Étant dans le malheur, il n'osait compter sur des amis. Il ne savait qui nommer pour répondant, lorsque le roi lui eut annoncé qu'il en avait le droit. Mais Gauvin alla sur-le-champ s'inscrire avec plusieurs autres chevaliers. « Sire, dit-il, nous répondons de Lanval, et nous offrons pour cautionnement nos terres et nos fiefs. » La garantie ayant été acceptée, Lanval revint à son hôtel, suivi de ses amis qui le blâmaient et le reprenaient sur sa douleur extrême. Chaque jour, il venait le visiter pour s'informer s'il prenait des aliments, et bien loin de lui faire des reproches, il l'engageait à prendre quelque nourriture, car il craignait qu'il ne perdît entièrement la raison. Les barons se rassemblèrent au jour désigné, la séance était présidée par le roi, qui avait son épouse à ses côtés. Les pleiges vinrent remettre l'accusé entre les mains de ses juges. Tous étaient peinés de le voir en cet état, et faisaient des vœux pour qu'il fût acquitté. Le roi expose les motifs de l'accusation et procède à l'interrogatoire de l'accusé. On fait ensuite sortir les barons pour aller aux opinions. Ils sont généralement peinés de la malheureuse position d'un gentilhomme étranger qui avait une affaire aussi désagréable. D'autres, au contraire, pour faire leur cour au monarque, désirent le voir puni. Le duc de Cornouailles prit sa défense. « Seigneur, dit-il, le roi accuse un de ses vassaux de félonie, et parce qu'il s'est vanté de la possession d'une maîtresse charmante, la reine s'est courroucée. Veuillez bien observer que nul ici, à l'exception du roi, n'accuse Lanval. Mais, pour bien connaître la vérité, pour juger avec connaissance de cause, en conservant tout le respect dû au souverain, et le roi même l'accordera, je propose que Lanval s'oblige par serment à faire venir ici sa maîtresse, pour juger si la comparaison dont la reine est si fort offensée est conforme à son dire. Il est vraisemblable que Lanval n'a pas avancé pareille chose sans être persuadé de la vérité. Dans le cas où il ne pourrait pas montrer sa dame, je pense que le roi doit le renvoyer de son service et le congédier. L'Assemblée approuva la proposition et les pleiges se rendirent près de Lanval pour lui faire part de la délibération qui venait d'être prise. Et l'engagèrent à inviter sa maîtresse à se rendre à la cour, afin de le justifier et de le faire absoudre. Il leur répondit que la chose demandée n'était pas en son pouvoir. Les pleiges s'en retournent porter la réponse de Lanval, et le roi, animé par son épouse, pressait les juges de prononcer. Les barons allaient aller aux voix lorsqu'ils virent arriver 2 jeunes demoiselles montées sur des chevaux blancs et vêtues de robes en soie de couleur vermeille. Leur présence fixe les regards de l'assemblée. Aussi Gauvin, suivi de 3 chevaliers, s'en va tout joyeux trouver Lanval. Il lui montre les 2 jeunes personnes et le prie de lui indiquer laquelle est sa maîtresse. « Ni l'une ni l'autre, répond-il. Elles descendent au bas du trône et l'une s'exprime en ces termes. « Sire, faites préparer et orner une chambre où madame puisse descendre, car elle désire loger dans votre palais. » Arthur accueille leur demande et charge 2 chevaliers de conduire les jeunes personnes à l'appartement qu'elles devaient occuper. Sitôt qu'elles eurent quitté l'assemblée, le roi ordonne qu'on reprenne sur-le-champ le jugement et blâme les barons du retard qu'ils apportent. « Sire, nous avons interrompu la séance à cause de l'arrivée de ces 2 dames. Nous allons la reprendre et nous hâter. Déjà, et c'est avec regret, on recueillait les avis qui étaient fort partagés, lorsque 2 autres jeunes personnes, encore plus belles que les premières, paraissent. Elles étaient vêtues de robes brodées en or et montaient des mules espagnoles. Les amis de Lanval pensent en les voyant que le bon chevalier sera sauvé et se réjouissent. Gauvin, suivi de ses compagnons, vient à Lanval et lui dit « Sire, reprenez courage, et pour l'amour de Dieu, daignez nous écouter.
Il arrive en ce moment 2 demoiselles, supérieurement vêtues et d'une beauté rare. L'une d'elles doit être votre amie. Lanval lui répond simplement « Je ne les ai jamais vues, ni connues, ni aimées. » À peine étaient-elles arrivées que les 2 demoiselles se hâtent de descendre et de venir devant le roi. Tous les barons s'empressent de louer leurs attraits, la fraîcheur de leur teint. Ceux qui étaient du parti de la reine craignaient pour la comparaison. L'aînée des 2 jeunes personnes, qui était aussi aimable que belle, pria le roi de vouloir bien leur faire préparer un appartement pour elles et pour leur dame, qui désiraient lui parler. Le monarque les fit conduire vers leurs compagnes, et comme s'il eût craint que Lanval n'échappât à sa vengeance, il presse le jugement et ordonne qu'il soit rendu sur-le-champ. La reine se courrouçait de ce qu'il ne le fut point encore. On allait donc prononcer lorsque de bruyantes acclamations indiquent l'arrivée de la dame qui venait d'être annoncée. Elle était d'une beauté surnaturelle et presque divine. Elle montait un cheval blanc si admirable, si bien fait, si bien dressé, que sous les cieux on ne vit jamais un si bel animal. L'équipage et les harnois étaient si richement ornés qu'aucun souverain de la terre ne pouvait s'en procurer un pareil, sans engager sa terre et même la vendre. Un vêtement superbe laissait apercevoir l'élégance de sa taille, qui était élevée et noble. Qui pourrait décrire la beauté de sa peau, la blancheur de son teint, qui surpassait celle de la neige sur les arbres, ses yeux bleus, ses lèvres vermeilles, ses sourcils bruns et sa chevelure blonde et crêpée. Revêtue d'un manteau de pourpre grise qui flottait derrière ses épaules, elle tenait un épervier sur le poing et était suivie d'un lévrier. Il n'y avait dans la ville ni petit, ni grand, ni jeune, ni vieux, qui ne fût accouru pour la voir passer. Et tous ceux qui la regardaient étaient embrasés d'amour. Les amis de Lanval viennent sur-le-champ le prévenir de l'arrivée de la dame. Pour le coup, c'est elle, c'est votre maîtresse, vous serez délivré enfin, car celle-ci est la plus belle femme qui soit au monde. En écoutant ce discours, Lanval soupira, il lève la tête et reconnaît l'objet dont son cœur était pris. Le rouge lui monte à la figure. « Oui, c'est elle !» s'écria-t-il en la voyant. « J'oublie tous mes maux, mais si elle n'a pas pitié de moi, peu m'importe de la vie qu'elle vient cependant de me rendre. » La belle dame entre au palais et vint descendre devant le roi. Elle laisse tomber son manteau pour mieux laisser admirer la beauté de sa taille. Le roi, qui connaissait les lois de la galanterie, se leva à l'arrivée de la dame. Toute l'assemblée en fit autant, et chacun s'empresse de lui offrir ses services. Quand les barons l'eurent assez examiné et détaillé toutes ses perfections, elle s'avança et parla en ces termes. « Roi, j'ai aimé un de tes vassaux, c'est Lanval que vous voyez là-bas. Il fut malheureux à ta cour, tu ne l'as point récompensé, et aujourd'hui il est injustement accusé. Je ne veux pas qu'il lui arrive le moindre mal. La reine a eu tort, jamais Lanval n'a commis le crime dont il est accusé. Quant à l'éloge qu'il a fait de ma beauté, on a exigé ma présence, me voici. J'espère que tes barons vont l'absoudre. » Arthur s'empressa de se conformer aux volontés de la dame, et les barons jugèrent d'un commun accord que Lanval avait entièrement prouvé son droit. Sitôt qu'il fut acquitté, la dame fait ses adieux et se dispose à partir malgré les pressantes sollicitations du monarque et de sa cour, qui voulaient la retenir. Dehors, la salle était un grand perron de marbre gris. Il servait pour monter à cheval ou pour en descendre aux seigneurs qui se rendaient à la cour. Lanval monta dessus, et lorsque la dame sortit du palais, il sauta sur son cheval et sortit avec elle. Les Bretons rapportent que la fée emmena son amant dans l'île d'Avalon, où ils vécurent longtemps fort heureux. On n'en a point entendu parler depuis, et quant à moi, je n'en ai pas appris davantage. Fin du poème enregistré par Christiane Johann. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le matin, Ode de Théophile Deviau. Enregistré pour LibriVox.org. L'aurore sur le front du jour sème l'azur, l'or et l'ivoire, et le soleil, lassé de boire, commence son oblique tour. Ses chevaux, au sortir de l'onde, de flammes et de clarté couverts, la bouche et les naseaux ouverts, ronflent la lumière du monde.
La lune fuit devant nos yeux, la nuit a retiré ses voiles. Peu à peu, le front des étoiles s'unit à la couleur des cieux. Déjà, la diligente Havette boit la marjolaine et le thym, et revient riche du butin qu'elle a pris sur le mont Hymette. Je vois le généreux lion qui sort de sa demeure creuse, hérissant sa perruque affreuse, qui fait fuir en 10 millions. Sa dame, entrant dans les bocages, compte les sangliers qu'elle a pris, ou dévale chez les esprits, errant au sombre marécage. Je vois les agneaux bondissant sur ces blés qui ne font que naître, Chloris chantant les mène paître parmi ces coteaux verdissants. Les oiseaux d'un joyeux ramage, en chantant, semblent adorer la lumière qui vient dorer leurs cabinets et leur plumage. La charrue écorche la plaine, le bouvier qui suit les sillons presse de voix et d'aiguillons le couple de bœufs qui l'entraîne. Alix apprête son fuseau, sa mère qui lui fait la tâche presse le chanvre qu'elle attache à sa quenouille de roseau. Une confuse violence trouble le calme de la nuit, et la lumière, avec le bruit, dissipe l'ombre et le silence. Alidor cherche à son réveil l'ombre d'Iris qui l'a baisée, et pleure en son âme abusée la fuite d'un si doux sommeil. Les bêtes sont dans leur tanière, qui tremblent de voir le soleil. L'homme, remis par le sommeil, reprend son œuvre coutumière. Le forgeron est au fourneau, oi, comme le charbon s'allume, le fer rouge dessus l'enclume étincelle sous le marteau. Cette chandelle semble morte, le jour l'a fait évanouir, le soleil vient nous éblouir, vois qu'il passe au travers la porte. Il est jour, levons-nous, Phyllis, allons à notre jardinage, voir s'il est comme ton visage, semé de roses et de lys. Fin du poème, enregistré par Christiane Jeanne. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le pitre châtié de Stéphane Mallarmé. Enregistré pour LibriVox.org. Le pitre châtié. Yeux, là qu'avec ma simple ivresse de renaître, autre que l'histrion qui du geste évoquait, comme plume la suie ignoble des quinquets, j'ai troué dans le mur de toile une fenêtre. De ma jambe et des bras limpides nageurs traîtres, à bonds multipliés reniant le mauvais, Hamlet, c'est comme si dans l'onde j'innovais 1000 sépulcres pour y vierge disparaître. Hilar hors de cymbales à des points irrités, tout à coup le soleil frappe la nudité, qui pure s'exhala de ma fraîcheur de nacre. Rance nuit de la peau quand sur moi vous passiez, ne sachant pas, ingrat, que c'était tout mon sacre, ce phare noyé dans l'eau perfide des glaciers. Fin du poème, enregistré par Laure. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poison perdu d'Arthur Rimbaud, enregistré pour LibriVox.org. Des nuits du blond et de la brune, pas un souvenir n'est resté, pas une dentelle d'été, pas une cravate commune. Et sur le balcon, où le thé se prend aux heures de la lune, il n'est resté de trace aucune, aucun souvenir n'est resté. Au bord d'un rideau bleu piqué, luit une épingle à tête d'or, comme un gros insecte qui dort. Pointe d'un fin poison trempé, je te prends, sois moi préparé aux heures des désirs de mort. Fin du poème, enregistré par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Prélude de Tristan et Isolde par Inconnu, enregistré pour LibriVox.org.
accords interrompus qui courez en murmures, arpèges frissonnants comme le vent du soir, cris déchirants d'angoisse horrible et de torture. Pourquoi m'emplissez-vous le cœur de désespoir? D'où vient donc que mon âme, à ces chants d'agonie, est prête à défaillir d'épouvante et d'horreur? Pourquoi m'étreignez-vous, terribles harmonies, de votre surhumaine et pesante douleur? Ô prélude d'Isolde, effroyable poème de révolte impuissante et de rêve brisé, hymne terrifiant et lugubre, je t'aime, tes sauvages accents m'ont bien souvent grisé. J'aime tes beaux accords de septième mineur, l'orchestre gémissant en sombre trémolo, sous les célestes sons du violon qui pleure et vibre lentement en sinistres sanglots. J'aime les nobles chants de ta foi confiante, les chants de Parsifal et de Tannhäuser, mais ce terrible cri d'angoisse déchirante est encore plus sublime, ô mon divin Wagner. Fin du poème. Enregistré par Maya. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Prologue de François Coppée. Enregistré pour LibriVox.org. Prologue. Bonjour lecteur. On me propose, et j'accepte, ô les étourdis, de vous parler tous les lundis, et même pas toujours en prose. La causerie est cependant chose insaisissable et légère, ainsi que l'ombre passagère d'un nuage sur un étang. Causer en vers, c'est l'art suprême, et pour m'apprendre mon état, il faudrait qu'on ressuscitât le pauvre grand Musset lui-même. Je crains fort de n'être pas bon à vous inventer ces chimères, radieuses mais éphémères, comme les bulles de savant. À vous rimer des amusettes sur des sujets de presque rien, avec l'art du galérien qui sculpte au couteau des noisettes. Mais bah, j'ai l'horreur du banal, et le difficile me tente. J'éprouve une envie irritante d'écrire en vers dans un journal. Et d'ailleurs, mon rêve impossible, je l'ai souvent réalisé, sans que mon regard ait visé, j'ai quelquefois touché la cible. J'irai chercher, je ne sais où, des conversations frivoles. Je vous dirai des choses folles, car je suis moi-même un peu fou. Ayant le ciel bleu pour auberge, je vis comme un petit oiseau, et Mab m'a prêté son fuseau à filer le fil de la Vierge. Je fais de la dépense, et c'est royalement que je la paye, car le poète a pour monnaie des étoiles dans son gousset. L'aile et le parfum étant choses qu'il faut que nous réunissions, j'ai découvert des papillons qui sentaient bon comme des roses. Les plus beaux décors d'opéra me semblent mesquins et timides. Quand j'irai voir les pyramides, je veux qu'il neige, il neigera. Parfois la lune me fait signe, mais aller là-haut, c'est trop long. Si je jouais du violon, je noterais le chant du cygne. Je vous dirai sur mon chemin ce qui m'intéresse ou me charme, et même d'où vient cette larme qui tombe parfois sur ma main. De cet entretien de poète, vous ne serez jamais plus là, que n'est un rameau de lilas de la halte d'une fauvette. Et quand vous y lirez l'aveu d'une bonne pensée intime, vous me donnerez votre estime, et m'aimerez peut-être un peu. Mais voici ma préface faite. Au revoir, car j'ai mérité de finir ma tasse de thé en fumant une cigarette. Fin du poème. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Rondelle de François Villon. Enregistré pour LibriVox.org. Rondelle. À bien juger mon propre affaire, et piteux cas
sans rien en terre, plus qu'autre croire me devait, si par aventure n'avait information de contraire. Celle où celui qui m'a brassé ce mauvais lot et pourchassé me hait et ne vous aime pas, mais il quiert que soit chassier de votre amour et effacié. Je connais bien tels avocats. Si vous avez voulu refaire leur volonté pour me défaire, vous faites mal et me grevez. Considérez que vous savez qu'envers vous ne voulut méfaire à bien juger. Fin du poème enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Rosée de Sully Prudhomme, enregistré pour LibriVox.org. Je rêve et la pâle rosée dans les plaines perles sans bruit, sur le duvet de fleurs posé par la main fraîche de la nuit. D'où viennent ces tremblantes gouttes? Il ne pleut pas, le temps est clair, c'est qu'avant de se former toutes, elles étaient déjà dans l'air. D'où viennent mes pleurs? Toute flamme ce soir est douce au fond des cieux. C'est que je les avais dans l'âme avant de les sentir aux yeux. On a dans l'âme une tendresse où tremblent toutes les douleurs, et c'est parfois une caresse qui trouble et fait germer les pleurs. Fin du poème, enregistré par Anna Ellada. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Tout homme a ses douleurs d'André Chénier, enregistré pour LibriVox.org. Tout homme a ses douleurs, mais aux yeux de ses frères, chacun d'un front serein déguise ses misères. Chacun ne plaint que soi, chacun dans son ennui envie un autre humain qui se plaint comme lui. Nul des autres mortels ne mesure les peines qu'ils savent tous cacher comme ils cachent les siennes. Et chacun, l'œil en pleurs, en son cœur douloureux, se dit « Excepté moi, tout le monde est heureux. Ils sont tous malheureux. Leurs prières importunes crient et demandent au ciel de changer leur fortune. Ils changent, et bientôt, versant de nouveaux pleurs, ils trouvent qu'ils n'ont fait que changer de malheur. » Fin de Tout homme a ses douleurs, enregistré par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'Union des peuples de Adolphe Laurent de Fagé, enregistré pour LibriVox.org. Échangez les produits de l'art, de l'industrie, qui font votre grandeur. Mêlez-vous, ne soyez qu'une même patrie. Peuple, ne soyez qu'un seul cœur. Amérique, à l'Europe ouvre Philadelphie. France, offre ton Paris au nouveau continent. Montrez la République au roi qui la défie. Étouffez toute haine en votre embrassement. Dites-nous que la paix qui rend les peuples, frères, fertilise leur sol, couronne leurs travaux, efface tout le sang qui coula dans les guerres, et ferme les tombeaux. Échangez les produits de l'art, de l'industrie, qui font votre grandeur. Mêlez-vous, ne soyez qu'une même patrie. Peuple, ne soyez qu'un seul cœur. Les yeux des nations s'ouvrent à la lumière. Entre les travailleurs il n'est plus de frontières. Et leur noble idéal est partout où la paix tient au fourreau l'épée. Partout où l'on maudit cette gloire usurpée, dont la mort est le piédestal. Hâtons-nous de fermer l'ère de représailles, de nier que l'honneur exige des batailles, de nous donner la main et de nous rattacher à la même espérance, fécondant l'avenir sous le labeur immense de tout le genre humain. 28 avril 1876. Fin du poème, enregistré par Maya. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Vice-reine de Robert de Montesquieu. Enregistré pour LibriVox.org. Vice-reine. Il est de toute justice que la mère choisisse la bonne de ses enfants. L'altière Montespan nous apparaît sanglée dans des corps de brocart où des œufs de pigeon sont des perles. Sa gorge aux fraîcheurs de bourgeon met des fleurs de pêcher sous sa tête bouclée. Elle vêt l'habit d'or dont l'enrichit l'anglais. Toute la cour pour elle est un peuple de gens, innombrables courbettes, unanimes plongeons, quand la fureur l'étouffe et la cloue, étranglée. La gouvernante prude et mûre du Patard, Saint-Esprit redoutable aux ventouses de poulpe, les yeux levés au ciel, s'excusant pour la coulpe, du sénile Phébus capte un dernier regard, et quand on va, croit voir en sa morne colère Apollon s'embourber dans l'amour ancillaire. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.